Et ça fait réellement depuis, je pense 5 ans que là, je passe vraiment les 3 quarts de l'année, en forêt. Jeudi 6 mai 2021, j'ai interviewé Tohar Baldur. C'est l'identité qu'il m'a donnée. Un aventurier des forêts. Je l'ai croisé un matin quand il a parlé dans le chat Twitch alors que je lisais une actu sur la pauvreté. Vous allez découvrir un homme qui a une vie extraordinaire, surtout en France en 2021. Chasse, poterie, herboristerie. J'ai tout simplement adoré cette interview qui décrit un mode de vie basé sur du survivalisme médiéval. Bref, j'espère que vous serez aussi inspiré que j'ai pu l'être et je vous souhaite une bonne écoute. Donc, qui es-tu et comment es-tu arrivé à devenir, comme tu me l'as dit, un aventurier des forêts ? Si tu veux, à la base, je suis un enfant autiste. Ma principale difficulté était que j'avais beaucoup de mal à gérer le fait que des personnes viennent me parler. Quand c'était moi qui allais vers les personnes, il n'y avait pas de problème. Mais quand c'était d'autres personnes qui venaient me parler, j'avais beaucoup de mal à le gérer et ça me conduisait, quand j'étais enfant, à avoir des crises d'angoisse, voire des crises de violence. J'en suis arrivé même à frapper vraiment violemment. J'ai arrêté de compter le nombre de nez que j'ai pu casser d'enfants qui voulaient simplement jouer avec moi. Face à ce problème, mes parents ont eu l'excellente idée de me faire essayer la poterie pour D'accord. essayer de canaliser un petit peu mes sautes d'humeur. Et ça m'a énormément aidé. Et de fil en aiguille, au fil des rencontres à l'école, au fil des rencontres dans les centres sociaux, parce qu'en plus de ça, bon, mes parents, mes parents avaient beaucoup de connexions et rencontraient beaucoup de gens, à l'époque, à droite et à gauche. On a rencontré d'autres enfants qui étaient plus ou moins dans la même situation que moi Ok. et bah, du coup, ça a fini par devenir, l'atelier poterie, 1 à 2 fois par semaine avec d'autres enfants qui étaient atteints plus ou moins de la même forme d'autisme que moi. C'est devenu des amis très proches. On a grandi ensemble, on s'est passionnés pour les mêmes choses plus ou moins ensemble, en même temps. De fil en aiguille, voilà, ça fait, maintenant plus de presque 20 ans maintenant que je les côtoie, ces gens-là et c'est avec eux que je vis mes aventures. C'est avec eux qu'on a formé cette petite communauté D'accord. et comment j'en suis arrivé à vivre de manière autonome? J'ai essayé de m'intégrer vraiment, dans la société. Comme je te l'ai expliqué avant que tu ne démarres le stream, j'avais essayé de monter une entreprise quand j'étais un petit peu plus jeune. J'en ai eu des véritables travails, hein, enfin des vrais jobs. J'ai travaillé dans la restauration, mais ce qui m'a vraiment, poussé au déclic, c'est qu'en fait, justement, après avoir tenté de monter cette entreprise, ça n'a pas fonctionné. Je me suis retrouvé à la rue, mais genre vraiment à la rue. Ça m'a pas posé plus de problèmes que ça parce que j'avais déjà je dirais, de solides connaissances en survivalisme et cetera. Mais j'ai essayé de m'en sortir par une voie, je dirais, normale, c'est-à-dire avec un travail. Du coup, j'ai passé des concours. Je suis devenu surveillant pénitentiaire. D'accord. Heu, Sauf que, je ne l'ai pas supporté mentalement. J'ai fini par péter un plomb et je me suis barré en claquant la porte, tout simplement et à Ok. partir de là, j'ai fait: «Bah, c'est mort. Non, c'est, la forêt et c'est marre». Voilà, c'est tout. C'est tout. Les gens, je veux plus les voir. C'est trop de problèmes, c'est trop de non, vraiment, en plus de ça, même à l'âge adulte, même encore au jour d'aujourd'hui, bon, forcément, ça va mieux. Je ne saute plus à la gorge de ceux des gens qui viennent me parler dans la rue, si tu veux, mais même encore au jour d'aujourd'hui, c'est vrai, ça peut vraiment devenir, une source de souffrance pour moi d'avoir des gens, surtout des inconnus, qui viennent me parler alors que moi je n'en ai pas envie. Ça peut vraiment devenir une source de stress très importante
Du coup, c'est pour ça que je préfère largement, hem, ma tranquillité et le bien-être que je ressens quand je suis, seul dans la nature, enfin seul, accompagné par mes amis, mais Mmh. c'est voilà, eux, c'est particulier, tu vois? Parce qu'il y a le lien qu'on s'est forgé au fil des années. Mais avec des inconnus, ça serait déjà beaucoup plus compliqué. Ouais, je vois. J'imagine que 20 ans, ça permet de créer des liens. Alors tu as dit que tu avais donc pété un câble et du coup Ouais, que tu parti. Tu ouais. parti tout seul ou tu as essayé de réunir un peu des gens avec toi quand tu Bah, as voulu de changer toute de voie? en fait, si tu veux, déjà les petites aventures dans la forêt, j'avais déjà commencé ça quand j'étais adolescent. Ok. Mais j'ai persisté à essayer, mais je faisais pas ça pendant toute l'année, si tu veux. C'était vraiment beaucoup plus anecdotique et sur des durées beaucoup plus courtes. Ok. Même quand je travaillais dans la pénitentiaire, quand j'avais 1 ou 2 semaines de vacances, Hmm. je m'arrangeais avec les copains, on partait à 2 ou 3 et puis après je revenais l'avant-veille, pour être frais pour reprendre le service. Hmm. Mais vraiment, c'est à force de subir les pressions, au travail et des pressions même à l'extérieur, au bout d'un moment, j'en ai eu marre et puis je suis parti. Parmi mes amis, il y en a qui, de toute façon avaient pris le pli quasiment instantanément, quasiment dès l'adolescence, D'accord. de vivre plus ou moins comme ça. Ok. Donc au final, je n'ai fait que les rejoindre. Et donc on a une question dans le chat qui nous dit c'était à cause de l'ambiance pénitentiaire. Tu parlais de pression que tu as vu, que tu as décidé de claquer la porte. Bah, c'est un cumul en fait. C'était un cumul de beaucoup de choses. L'ambiance, bon après il y a aussi, pas mal de points que je n'ai pas le droit d'aborder, Ok. parce qu'il y a un énorme sceau du secret, hein, qui traîne autour de la pénitentiaire. Mais c'était un cumul en fait. Surtout Hmm. les horaires de merde. C'est Hmm. surtout ça en fait. D'accord. Dans la pénitentiaire, si tu veux, le service de base d'un surveillant, ça va être, par exemple, et ce n'est qu'un exemple, ce n'est pas toujours comme ça, mais c'est typique, tu vois? Tu vas entamer ta semaine, tu vas bosser, de 12 heures jusqu'à 19 heures le soir. Le lendemain, tu vas bosser de 8 heures jusqu'à 18 heures. Le lendemain encore, tu vas bosser de, 7 heures du matin, jusqu'à midi. Et si ça se trouve, tu vas être rappelé pour continuer et avoir même pas 15 minutes pour manger et continuer à trimer jusqu'à 19 heures. Et puis, le lendemain, tu entames ta journée, à 7 heures le matin jusqu'à 13 heures. Donc tu as même pas 6 heures de pause et tu es censé revenir, aux alentours de 18 heures 30 pour entamer ton service à 19 heures et tu finis à 7 heures le lendemain matin. Hmm. Ok. Voilà Donc, voilà, tes horaires, en fait, ils changent tous les jours. hmm. Du coup, bah, tu es jamais reposé. D'accord. Alors déjà, forcément, ton rythme du sommeil, tu l'oublies. Ok. Ton horloge biologique, tu l'oublies, tu en as plus. Et puis c'est les insultes en permanence, c'est les crachats, c'est les manques de respect tout le temps, tout le temps, tout le temps. Non, au bout d'un moment, c'est juste pénible. Hmm. Donc tu décides d'aller rejoindre, donc en tout cas, c'est ça, c'est rejoindre des gens qui le faisaient déjà? Et Oui, 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 c'est ça. Bah, enfin, toujours mon éternelle bande de potes, en fait, ouais. quand j'ai claqué la porte, je les ai rejoints en Bretagne. Heu, j'ai passé quelques jours j'en ai l'un d'entre eux vit, quand il est en société, il vit dans un garage. Mhm. Je l'ai rejoint dans son garage. J'ai passé, 2-3 jours chez lui. Puis on a fait: «Oh, on part en forêt?» «Ouais, vas-y, on part en forêt, on appelle les autres» et puis c'te part. Voilà et puis on est parti 3 mois. D'accord. Voilà et puis au final, c'est pendant ces 3 mois-là qu'on a décidé vraiment de refaire notre mode de vie. Alors avant d'aller un tout petit peu plus loin, il y a Alicorne qui nous demande pourquoi avoir choisi le métier, donc j'imagine dans le, dans le pénitentiaire. Je sais pas si c'est comme ça qu'on dit. Quand tu es SDF, il y a pas beaucoup de gens dans le privé
qui sont prêts à t'embaucher. Ouais. Surtout quand tu as pas des masses de diplômes, tu vois? Mmh. Donc la meilleure solution, pour moi, à l'époque, c'était de passer des concours OK. et le premier que j'ai parce qu'en plus de ça, bah, voilà, j'ai essayé comme j'essayais de m'intégrer à la société, bah, j'ai essayé aussi de faire avec de l'aspect argent, tu vois? Ouais, bien Donc sûr. je voulais gagner un salaire et du coup, bah, comme j'étais SDF, il fallait que je gagne le salaire le plus vite possible Mmh. pour pouvoir acheter à manger en supermarché et du coup, bah, il fallait que, j'ai pris le premier concours qui m'était tombé sous la main. Le premier que j'ai réussi, Mmh. voilà, je suis parti. Ouais, je vois. Parti, j'ai pas tellement ça a pas tellement été un choix, en fait, hein. Mmh. Donc ça veut dire que tu as réussi quand même à te mobiliser, malgré le fait d'avoir, alors tout perdu, en tout cas d'être vraiment en galère. C'est ça que tu disais? Ouais, clairement, j'étais SDF, hein, Mmh. non et j'ai pas honte de le dire, tu Ouais, vois? bah, ouais, ouais, je vois bien. Je vivais, littéralement sous des cartons, Mmh. dans la rue, je trouvais ma nourriture dans des poubelles, voilà. Ouais. C'était mon mode de vie et puis en journée, bah, ouais, en journée, j'allais traîner à la Fnac pour pouvoir préparer les concours, les différents concours auxquels je postulais et puis voilà. Et du coup, vous décidez de partir 3 mois en forêt. Alors donc, le moment où vous vous lancez, donc tu me disais que tu les connaissais déjà, vous aviez déjà fait des escapades comme ça. Oui, Donc, plus d'une fois. bah, voilà. Donc comment ça se passe, le premier jour? Est-ce qu'il faut, établir un campement? Est-ce que vous avez déjà des endroits que vous connaissiez? Ça se passe comment? Cette fois-là, ça a été vraiment du tac au tac, en fait. On a dit: «Ouais, on se casse?» Bah, ouais, on se casse et puis on a été chercher les chevaux, Ouais, puis on savait pas du tout où est-ce qu'on allait aller. On a galopé à travers routes, à travers champs et puis, quand on a trouvé un coin qui nous plaisait, on s'est installé, puis voilà, tout simplement. Je crois ouais, je crois que le trajet a duré 2 jours. 2 jours de trajet, d'accord. puis, voilà. Donc vous aviez, j'imagine des vivres, peut-être une tente ou des choses comme ça ou? Détente, mais les tentes, en fait, vu qu'on si tu veux, quand on a commencé dans notre adolescence à faire ce genre de petit périple, au départ, on s'était dit: «OK, le 1er trajet, on part avec juste, hem, le strict minimum, Mmh, c'est-à-dire un peu de flotte, un couteau et voilà». ouais. On était vraiment partis, comme ça en mode: «Vas-y, on y va, on est des bonhommes». On avait 16 ans à l'époque, hein. Hem et en fait, au fil du temps, au fil de nos escapades, bah, on a commencé à fabriquer justement de plus en plus de matériel, mais du matériel qui dure et du coup, on dit: «OK, bah, on du matériel qu'on aurait acheté, ça, on ne l'embarque pas. OK, Par contre, du matériel qu'on construit de nos expéditions précédentes, ça, par contre, on l'emmène avec nous parce que ce serait con de gâcher». Voilà. d'accord. Donc tout ce qui est, tout ce que vous avez construit pendant toutes ces années, vous le conservez. Donc par exemple, c'est quoi? C'est, des toiles, des quelques vêtements, des choses comme ça? Des vêtements, les tentes, notamment voilà les tentes en peau, la photo Ouais, l'image que je t'ai envoyée, est contractuelle, hein. Typiquement, c'est des tentes comme ça, qu'on a. Bon, les nôtres sont un petit peu différentes parce que nous, on s'est débrouillés pour faire en sorte, qu'on puisse les plier facilement. ouais, Mais globalement, c'est des tentes qui ressemblent, à ça à 100. OK. Des tentes avec des pots et puis au fur et à mesure, le matériel qu'on avait déjà fabriqué, ben, on l'améliorait, on le renforçait, on le réparait et puis voilà. C'est vraiment ce genre d'objets, on les a quasiment depuis les tout débuts, donc ça fait plus d'une dizaine d'années qu'on les utilise et on continue de les utiliser. Mmh. En Donc remplaçant, heu, en remplaçant ce qui casse, ouais, ouais, voilà, en réparant et en entretenant, quoi. exactement et en prenant, excessivement soin, évidemment. Ouais, bien sûr.
Donc, alors, petite précision, les photos là que Toar m'a envoyées sont des photos trouvées sur Internet parce que ce que tu me disais, c'est que toi, tu n'as pas d'appareil photo, en tout cas, c'est ce que tu me disais. Tous les objets qu'on Non, ouais, achète, c'est pas des choses qui t'intéressent. Le but, c'est de construire, tout de construire. concevoir ces Ouais, objets pour pouvoir c'est ça. vivre de manière autonome, quoi. Et du coup, vous partez donc, tu me disais que tu partais avec des chevaux. Alors, c'était les tiens, c'était ceux des amis. Là, pour le coup, c'est une chance énorme. Un de mes amis, en fait, ses parents on tient une écurie. Je dirais même qu'en fait, on a nos chevaux de réservés. Dès le départ, en fait, ils ont totalement adhéré à notre mode de vie. Il faut Hmm, savoir que, les parents, ces gens-là qui tiennent cette écurie, c'est des gros amateurs de mode de vie parallèle. Je crois qu'à la base, si je dis pas de bêtises, mais je ne suis pas sûr de ce que je dis, donc là, c'est à prendre avec des pincettes. Au départ, il me semble que c'était des purs citadins, mais vraiment des gens qui ont grandi en ville, tout le temps. Et au bout d'un moment, ils en ont eu marre, ils ont dit: On se casse en campagne». Ils ont acheté des étables et ils y ont monté, des écuries parce que les 2 étaient passionnés d'équitation d'accord, et mais c'était uniquement pour le plaisir, hein, c'est même pas leur ouais, activité commerciale, c'est d'accord. vraiment juste pour le plaisir de s'occuper de chevaux et du coup, bah, au fil du temps et avec, les juments, qui mettent bas et cetera, bah, leur cheptel s'est agrandi et du coup, on a nos chevaux attitrés, qui nous ont gracieusement, offerts, au fil du temps. Vous avez, une petite roulotte ou une petite, c'est quoi? Un chariot Ouais, avec vous? ouais, des petits chariots comme ça, on s'en est construit quelques-uns au fil du temps. Ouais, C'est que alors en sachant que nous, c'est des versions un petit peu plus modernes, hein, qu'on parce que les versions moyenâgeuses, pure moyenâgeuses, n'ont pas de suspension, mmh, donc dans la forêt, forcément, c'est compliqué. Nous, on les a un petit peu modernisés, on a rajouté des suspensions. Surtout qu'en plus de ça, on a 2 des membres du groupe qui sont passionnés de mécanique automobile aussi, à d'accord, côté, dont un dont ça a été le métier pendant pas mal de temps. OK. C'est lui le préposé, le préposé aux emmerdes des chariots. C'est lui qui s'en occupe. Il a customisé les chariots, il a rajouté des suspensions dessus et cetera. Ça nous oblige quand même à faire attention aux routes qu'on prend. Alors quand je dis les routes, c'est vraiment des routes à l'intérieur de la forêt parce que forcément, on est obligé de prendre en compte la largeur, et cetera et le dénivelé. Mais je parle pas de routes avec des voitures, tout ça, non, Mmh. pas du tout. Ça non, ces routes-là, on y va jamais. La question que moi je me pose, tu vois, c'est que moi quand je pense aux forêts, donc j'ai grandi en région parisienne, donc je suis vraiment à l'extrême nord-ouest, donc pas mal dans la campagne. Il n'y a pas tant de forêts que ça, c'est surtout de l'agriculture. Quand je pense à des forêts, je pense aux chemins de forêt et enfin des forêts où il y a des chemins, ce genre de choses. C'est ce type de forêt dont on parle ou c'est complètement autre chose, où on est vraiment sur des choses un peu plus sauvages? Non, on est vraiment sur des choses beaucoup plus sauvages. Ouais, On est sur des forêts, qui font plusieurs dizaines de kilomètres carrés. Donc on n'est pas sur les petits bois que tu vas trouver en région parisienne, si tu veux. ouais, 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 On est vraiment sur une limite sur des réserves naturelles, voire des forêts qui couvrent plusieurs dizaines d'hectares et où tu as absolument, 0 chemin pédestre. peut-être dans des régions un peu montagneuses, par exemple, ça peut être, le cas? Tu en as un petit peu partout, par exemple, moi, un endroit que j'aime beaucoup, c'est dans le centre Bretagne. Tu as énormément de collines, en fait et de petites montagnes, mais vraiment, on est très, très loin du Kilimandjaro, si tu veux et tout est recouvert de forêt. Mmh. Tu n'as que ça à perte de vue et c'est magnifique et tu peux vraiment, t'enfoncer très profondément dans la forêt. Tu as des petites rivières, il y a de quoi faire. Et des endroits comme ça, bah, tu en as partout en France, mais aussi à l'étranger. En Suisse, il y en a pas mal, Belgique, c'est pas mal fourni aussi, même si c'est beaucoup plus plat. Pologne, on n'y a jamais foutu les pieds. Espagne, on n'y a jamais foutu les pieds. Allemagne, un petit peu. Et donc, par exemple, pour aller en Donc, Allemagne, vous y allez en transport, en commun ou en vélo et en vous déplaçant, ah à non, cheval et avec à les pied? chevaux. Avec les chevaux, mais du coup, quand on traverse les frontières, tu personne. T'appelles tes potes, vous décidez de partir, donc Ouais. 2 jours de chevaux. J'ai du mal à m'imaginer ce que c'est de voyager à cheval.
Ça fait mal aux fesses. OK. Hem, Bah, franchement, c'est un plaisir. Ouais. C'est un plaisir. Bon, c'est sportif, hein. Ouais, bien sûr. C'est sportif, ça demande, que ce soit pour les chevaux ou pour les cavaliers, ça demande quand même un petit peu de préparation, physique, je dirais. Mmh. Mais ça, bon, l'habitude de faire du sport à côté. Mais franchement, c'est un plaisir parce que en tout cas, quand tu es vraiment, du coup, loin de la civilisation, je vais faire un parallèle, je pense, qui va parler à tout le monde. Typiquement, c'est ce que tu vois dans les films de cap et d'épée. Mmh. Tu vois les cavaliers qui partent au grand galop, dans les plaines de la terre du milieu. Bah, c'est ça, tu vois? Mmh. C'est ça et c'est juste le bonheur. Tu sens vraiment que tu retrouves le concept même de liberté, c'est là que tu commences à le percuter. On entend souvent, tu sais, ouais, c'est difficile de trouver des lieux vraiment sauvages, ou en tout cas, loin de toute civilisation. Ce que tu nous dis, c'est que en fait, on en trouve quand même pas mal. On en trouve, mais il faut prendre la peine de les chercher. C'est clair que si tu restes sur les petits sentiers, bah, des zones sauvages, tu vas pas en avoir, Mmh. effectivement. Maintenant, quand tu cherches, quand tu pas peur effectivement, de marcher dans les ronces et dans les orties, que tu pas peur, de prendre un chemin un peu risqué, quand tu prends ce genre de chemin-là, c'est là que tu commences à retrouver des endroits vraiment, vraiment sauvages. En plus de ça, il y a un truc qu'il faut savoir, c'est qu'en France, en tout cas, hem, la protection de la faune et de la flore, notamment au niveau des forêts, a été grandement renforcée, Mmh. depuis plusieurs années. Alors, pas au point d'interdire, tout passage, hein, ce qui nous permet justement à nous de voyager. La population en France, d'animaux sauvages comme les sangliers, les cerfs, les chevreuils et les biches, vraiment à l'état sauvage, sont en augmentation. D'accord. Justement parce que, l'homme a réduit son territoire en France depuis plusieurs années maintenant. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous avez le droit de vous installer en forêt? Heu, selon les les lois, on va dire ça comme ça? Selon, les lois, étatiques, je Ouais, dirais, en théorie, non. d'accord. En théorie, non, parce qu'on fait pas tourner l'économie, on fait pas Mmh. tourner, tu vois, on paye pas notre camping, si tu veux. Oui, d'accord, je vois. Mais par contre, moi, je maintiens, et c'est quelque chose que je dis depuis toujours et je le maintiens, fondamentalement parlant, j'ai le droit de me balader où je veux. Mmh. Donc chaque nuit, en fait, vous installez et vous dormez? Ou alors est-ce que c'est plutôt, enfin, en gros, ma question, c'est est-ce que vous êtes plutôt nomade ou sédentaire? Bah, ça dépend, quand on trouve un coin, qui nous plaît et où on peut faire, où on pense qu'on a de quoi faire, on va y rester un bout de temps. OK, Après, nous, en tout cas, on se considère comme nomades. d'accord. Parce qu'on reste jamais au même endroit. Ouais. Sédentaire à la base, tu restes au même endroit d'une année sur l'autre. OK, d'accord. Nous, c'est absolument pas le cas. D'accord. Donc c'est vraiment, être nomade avec, parfois, j'imagine, plusieurs mois où vous restez sur le même endroit, Bah, mais quand tu regardes même les populations nomades, je bah, pense oui. notamment aux populations nomades, mongoles, Mmh. ils bougent pas non plus tous les jours, hein. Bah, oui. Généralement, ils restent, 2-3 saisons à un même emplacement avant de plier bagages et de s'en aller. OK. Et nous, c'est pareil. Donc ce que tu me disais dans un premier échange qu'on avait eu, la une des premières choses que tu cherches, c'est un cours d'eau? C'est ça l'idée? Bah, oui, parce que, bah, mine de rien, au bout d'un moment, on finit par avoir soif, Bah, ouais. donc bah, ouais. Maintenant, après, on fait en sorte de rendre l'eau potable avant de la consommer, Mmh. ce qui est logique. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que l'eau, tu la portes à ébullition et puis tu la laisses refroidir. Toutes ces technologies comme, le briquet, je pense que enfin, je sais pas si c'est ce que vous utilisez ou si c'est plutôt, à la dure pour faire le feu, en tout cas, Pierre à à la manière feu, pierre à feu, traditionnelle, pierre à feu, ouais. pierre à feu, pierre à feu. Après là, tu vois, de temps en temps, là, tu vois, je suis de retour dans la civilisation. Mais mine de rien, j'ai mes petits plaisirs modernes. Ouais, tu m'étonnes. Je me suis pris un petit paquet de tabac, parce que j'aime bien fumer de temps en temps. Je me suis pris exceptionnellement un petit paquet de tabac, avec un vrai briquet. Mmh. Mais parce que, je t'avouerai qu'allumer des cigarettes avec des pierres à feu, c'est compliqué. Ouais, bon.
En gros, ce que je comprends, c'est que quand tu es en autonomie, tu essayes de vraiment vivre le truc à euh, fond. à fond, selon des valeurs en tout cas qui sont celles de basées sur des choses qu'on construit. Après, quand tu reviens chez des copains à la civilisation, comme tu me l'as dit, bon voilà, c'est que Ouais, tu vis avec quoi. ouais, voilà, je relâche un petit peu là, tu vois. Ouais. Pour la première fois depuis 3 ans, je crois, je bois du coca. Là, tu vois, juste pour ce soir, je me suis pris mon petit plaisir. J'ai une bouteille de coca à côté de moi Ouais. et je vais boire du coca pendant toute la soirée parce que, bah, mine de rien, j'aime bien cette boisson, même si Ouais, c'est pas bon du tout pour la santé, certes, mais voilà, c'est un petit plaisir que je me fais bien sûr. et voilà. Et donc, tu parles de boisson, bah, je vais en profiter un peu sur ça. Donc, pour se Ouais, nourrir et pour boire, comment ça se passe? Est-ce que, notamment, je pense aux boissons en particulier, on va commencer par ça. C'est que de l'eau ou est-ce que tu vas faire d'autres choses pour consommer? Est-ce ça qu'il y a... ça dépend de ce qu'on va trouver en fait, Ouais. si tu veux, on sait fabriquer, des fours, qui nous permettent de fabriquer, certaines boissons. Quand on trouve, des ruches sauvages, on récupère le miel, on en fait de l'hydromel, Hmm. par exemple. Mais les autres, régulièrement, ils s'en donnent relativement à cœur joie. Régulièrement, du coup, ces soirées festives et puis, voilà, on sait fabriquer de l'hydromel, on a quelques plants de thé aussi. Puis, c'est pareil, on sait aussi fabriquer, des sirops, donc du coup, quand on récupère des fruits ou des trucs comme ça, pour faire des sirops, voilà, tu mélanges ça avec de la flotte et puis, pour la nourriture après, ça va être de la chasse, de la pêche, de la cueillette et heu et on a un petit peu des pots de terre, mais c'est des gros pots qu'on s'est fabriqués, en poterie. C'est des gros pots, en fait, qui nous permettent de cultiver ce dont on a besoin. Donc, par exemple, quelques légumes, quelques herbes, des choses comme ça? Ouais, D'accord. exactement. Écoutez, je t'en ai parlé, j'ai un petit jardin. Bon, je vais pas me nourrir beaucoup si je compte que sur ça. Donc, je sais pas combien vous partez. J'ai l'impression que vous êtes quoi, 5, 6 à peu près dans le groupe? Alors on est 6, on est un noyau dur de 6 personnes qui partons chaque année Ok, et il y en a 6 autres, qui partent, mais de façon plus occasionnelle. ok. Donc sur, on a eu 2 fois, je crois, on est vraiment partis à 12. Est-ce que c'est facile de se nourrir avec de la chasse, de la pêche et de la cueillette? Quand tu sais faire, ouais. Quand tu sais comment conserver la nourriture, Hmm. oui, c'est facile. Honnêtement, ça, pour nous, en tout cas, ça nous a jamais posé de difficulté. Même à 12, du coup. Ouais, même à 12. T'inquiète. Il y a des questions qui sont posées dans le chat, du coup, Vas-y, je vais juste y répondre vas-y, je t'en prie. qu'on reprenne. Alicorne, du coup, l'âge que j'ai, en vrai, je ne le sais plus parce que ça fait longtemps que j'ai arrêté de compter. Je sais que j'ai encore moins de 30 ans. Ça, j'en suis sûr. Je dois avoir peut-être, 27 ou 28 ans, dans ces eaux-là, je pense. Mais je suis pas, pour le coup, je saurais pas te donner mon âge précis. Et oui, nos groupes sont mixtes. Nos groupes sont mixtes et en hiver, alors en hiver forcément c'est un petit peu plus compliqué, mais l'avantage de l'hiver c'est que bah, forcément tu as des fruits de saison malgré tout qui poussent en hiver. Hmm. Tu as certaines plantes qui arrivent à éclosion justement en hiver et en hiver on trouve malgré tout quand même pas mal d'animaux. Donc on peut quand même chasser, même si c'est plus pauvre. En fait, en hiver, on va avoir tendance à être beaucoup plus économe. Après, pour le coup, l'hiver, ça dépend vraiment de l'emplacement géographique. Dans certaines zones où ça va être beaucoup plus froid, ça va être plus compliqué de trouver de la nourriture. Hmm. Hem, Quand on prévoit de passer un hiver en forêt, en général, on essaye plutôt, d'être dans une région, avec un climat, très océanique, bah, Ouais. notamment la Bretagne, par exemple, qui est parfaite pour ça parce qu'en hiver, il fait quasiment les mêmes températures qu'en été. Donc, en tout cas, en Bretagne, les animaux, ils partent pas hiberner, si tu veux. Typiquement, moi, j'ai passé, bah, toute mon enfance, je l'ai passé à Brest. L'hiver, il fait pas spécialement froid, si tu veux, par rapport à ailleurs en France et ça se ressent justement sur le comportement des animaux.
Moi, à la chasse, naturellement, quand j'entends chasse, je pense aux chasseurs avec des fusils. J'ai cru comprendre, après tu me corrigeras, que c'était pas le genre d'arme que tu utilisais. Donc, Pas du tout. comment ça se passe pour toi? Alors nous, on utilise essentiellement des arcs, des arbalètes et des lances. Les premiers arcs qu'on s'était fabriqués, c'était l'arc de gauche. C'est très utile pour apprendre à tirer. C'est des arcs qui sont très efficaces pour ça, mais il manque un petit peu de puissance pour certaines bestioles. Et depuis, en intermédiaire, je dirais, on est passé sur des arcs recourbés comme ceux de droite, qui ont une puissance de tir qui va être beaucoup plus conséquente. Il faut savoir que les arbres recourbés comme ça, même si nous on les utilise pour de la chasse et c'est utilisé aujourd'hui dans le domaine sportif, en tout cas à l'époque, c'était littéralement des armes de guerre. Pour tirer des animaux avec ça, c'est juste impeccable. Et entre-temps, on s'est fabriqué des arcs à poulies, qui sont encore plus puissants, mais beaucoup plus compliqués à fabriquer. Ça nous a demandé quand même, pas mal de mal de tête pour réussir à arriver à un résultat concluant. D'accord. Et après, on utilise, du coup des lances. Donc typiquement, les premières lances qu'on utilisait au tout début, typiquement, c'était des lances faites exclusivement en bois, comme celle que tu as sur la photo en bas à droite. Maintenant, on a tous, des lances avec une pointe en métal, comme sur la deuxième image, sachant que c'est moi qui ai fabriqué toutes les lances pour tout le monde. Alicorne qui demande comment ça se passe en cas de maladie ou de blessure. On ne se blesse quasiment jamais, déjà pour commencer, parce qu'on est très prudent. Justement, on fait attention à ne pas se blesser. On a des recueils d'herboristerie et avec le temps, on a appris à se fabriquer nos propres remèdes. Bah là, tu vois, typiquement, un recueil comme ça. Alors bon, là, c'est une image que j'ai trouvée sur Internet, c'est un traité d'herboristerie arabe. Nous, on a ça, mais en version traduite, si tu veux. L'herbe que tu vois en bas à gauche, c'est une plante qui s'appelle la belle des prés. C'est avec cette plante qu'on fabrique l'aspirine. Le cassis, lui, il est utilisé notamment pour tout ce qui va être maux de ventre, etc. Au fil du temps, on a appris à se fabriquer du coup nos propres remèdes, que ce soit en baume, que ce soit en produits ingérés, je dirais. Alors forcément, c'est pas des cachetons, hein, Ouais. très clairement. C'est des produits qu'on va mélanger avec de l'eau, ça va être des huiles à s'appliquer, et cetera, et cetera. Pareil, les orties, donc l'image en haut à droite là, Ouais. les orties, c'est juste super utile dans énormément de choses. On l'utilise, dans des baumes, contre les infections. Ça nous sert également dans le tannage un petit peu. Généralement, les plantes, que l'on trouve en forêt, elles ont des applications vraiment multiples. Si tu prends la peine d'apprendre à t'en servir, tu aucun problème. Franchement, tu 0 problème pour survivre. Ok. Mais faut être capable de les reconnaître et il faut être capable du coup de les utiliser à bon escient. Et puis sinon, bon, bah, en cas de coupure, la solution elle est simple, hein, on désinfecte avec de l'alcool, tu fous le tisonnier dans le feu, tu crames la blessure et puis terminé, on n'en parle plus. Hmm. En cas de grosse coupure vraiment profonde, Hmm. c'est tout aussi efficace, hein. Tu me parlais C'est aussi vrai que d'autres outils, d'autres objets, que tu m'as envoyé d'autres photos? ouais, bah, par exemple, tu vois là l'image avec le fond bleu, Ouais. ça c'est des outils en os. D'accord. Quand on abat un animal, on les os, on les récupère et on les transforme en os et ce sont ces outils-là qu'on va utiliser plutôt en priorité. D'accord. Pourquoi? Parce que, le fer, c'est un minerai qui prend énormément de temps à se construire, dans la nature, contrairement aux os qui, eux, sont beaucoup plus renouvelables Hmm. parce que le vivant a un cycle de vie beaucoup plus rapide. Pour économiser le plus possible le fer, on privilégie du coup l'utilisation des outils en os pour économiser justement les outils en fer que nous on utilise. On prend aussi en considération le fait que même si on a, des connaissances, qu'on est capable de fabriquer des choses, on n'est pas non plus des professionnels en la matière, si tu veux. Ouais. Ouais. Notre travail, même si, il est suffisant,
il n'est pas aussi qualitatif. Par exemple, moi, quand je fabrique quelque chose en forge, les haches que je fabrique, si tu veux, elles ont de la gueule, elles sont efficaces, elles sont très pratiques, mais clairement, elles seront pas d'aussi bonne qualité qu'une hache faite main par un artisan confirmé qui a 50 ans de métier. Vous avez Ouais, aussi forgé des épées? ouais, moi j'en forge régulièrement. Et c'est du coup pour une activité particulière ou c'est plus pour du loisir? Tu ça pourquoi? Alors, en fait, on est tous, de toute façon, enfin, j'ai envie de dire, ça rejoint notre mode de vie. On est tous passionnés par le médiévalisme Ouais, et on pratique tous l'escrime. d'accord. Donc, du coup, bah, quand on est tranquillement en forêt entre nous, on se fait très régulièrement des tournois, que ce soit à la lance, des tournois d'archerie, des tournois d'escrime. Et c'est une discipline qu'on prend vraiment au sérieux pour le coup. On s'entraîne tous les jours. Tu m'as Ouais. passé des photos d'instruments et donc je voulais savoir un peu en termes d'activité à côté, de loisirs ou ce genre de choses. Ouais. Comment ça se passe en fait? Qu'est-ce que toi tu fais? Qu'est-ce que tes compères font? T'as mis la corne à boire dans les instruments de musique. L'erreur du Heu, débutant, je vais la mettre un peu à côté. bah, écoute, en termes de ouais, on est très mélomane, donc Ouais, du coup, bah, on a appris à se fabriquer les instruments de musique et puis on a appris à en jouer. OK. On est très loin d'être des professionnels, hein, très Oui, clairement. ouais. Mais voilà, on aime bien faire de la musique tous ensemble, on aime chanter tous ensemble. Ça fait partie de nos loisirs. Les musiques, les histoires aussi, on aime beaucoup les histoires. Mmh. Du coup, bah, ça arrive assez régulièrement que quand on se réunit autour du feu le soir, on est un ou 2 qui prennent la parole pour raconter une histoire et les autres écoutent. Et une de nos activités favorites reste quand même le jeu de rôle papier, Mmh. qui nous permet de vivre des aventures un peu plus imaginaires, tu vois? Remplies de trolls et de gobelins et de créatures du même genre. Et c'est un vrai plaisir. Et puis sinon, bah, ça va être activités sportives, comme je l'ai dit, hein, tournoi d'archerie, tournoi d'escrime, joutes verbales, beaucoup de choses. On a pas mal d'activités, plus loisirs. Ça dépend des envies des uns et des autres. Ouais, on prend le temps et puis de toute façon, mine de rien, même en forêt, on a nos ordinateurs portables. La roue à aube, c'est un outil qui, pour nous, est extrêmement pratique, parce qu'il nous permet de générer de l'électricité. Mmh. Électricité qui, du coup, nous sert forcément à alimenter nos machines. En sachant que les ordinateurs, c'est le seul outil technologique. Bon, forcément, on n'a pas internet, Ouais. mais on a quand même des ordinateurs. Donc du coup, quand on retourne dans la société, bah, on a les disques durs et puis vas-y que du coup, bah, je télécharge tous les animés, tous les films que j'ai ratés durant l'année, quelques jeux. Quand on repart en forêt, du coup, le soir, ça arrive assez souvent qu'on fasse des grosses soirées geeks, à se mater des films, et cetera, et cetera. Voilà, tout simplement. Alors tout à l'heure tu parlais de tannage. À quoi ça te sert de tanner la peau d'animaux? Le principe du tannage, c'est de transformer une peau animale en cuir. Le cuir a une application différente de celle de la peau. La peau, par exemple, on va plus l'utiliser en guise de manteau ou en guise d'ornement, je dirais, pour se donner un petit look quand même, parce qu'on est un petit peu on est quand même un petit peu coquet. L'avantage du cuir, c'est que, bah, il est souple, il est résistant, il permet de maintenir la chaleur du corps. Pour le coup, c'est vraiment quelque chose, même si c'est un produit qui est pas forcément, hem, facile à manipuler et à travailler, c'est quelque chose, nous, en tout cas, on pourrait difficilement s'en passer. Par exemple, les poignées des couteaux, des D'accord. épées, tout ça, bon, ça va être, on va utiliser des lanières de cuir, des sangles aussi pour Ouais. les selles et cetera, c'est du cuir aussi. Heu, Les gants Quand on peut-être? fabrique voilà, des gants, bah, je t'avais envoyé des Oui, c'est images vrai ça. justement de gants qu'on utilise. Je les ai, ouais. Heu, on a pas mal de bouts de vêtements et des protections à base de cuir. Mmh, OK. Vraiment, non, c'est un matériau qui fait partie intégrante de notre mode de vie. Franchement, on pourrait pas s'en passer. Et puis de toute façon, j'ai envie de dire, quitte à abattre un animal, autant que sa peau, nous serve à quelque chose, si tu veux. Mmh. Voilà. Bon, sur du lapin, on va pas en tirer grand chose.
Par contre, de la peau de sanglier, on en tire un cuir qui va vraiment être robuste. Donc, ouais, même les bottes, tu vois, nos bottes, elles sont intégralement en cuir. Même les guêtres, tu vois, donc ce que tu vois, les guêtres, c'est ce que tu vois en bas à droite, Mhm. qui recouvre les bottes. On les utilise pour chasser et quand on se fout sur la tronche entre nous. C'est super pratique, c'est vraiment de très, très bonne protection. Les brigandines, donc ça, c'est ce que tu peux voir sur la photo tout en bas au milieu. Ouais. Les brigandines en cuir, c'est pareil. Tu mets ça par-dessus un gambisson, ça protège, mais impeccablement bien. Hmm. C'est tout un ensemble en fait de vêtements qui, cumulés les uns aux autres, fait qu'on est intégralement protégé. On se blesse pas quand on se casse la gueule. Même quand un animal nous charge, ça nous protège. Non, franchement, c'est pratique. Alors justement, la question que j'ai derrière ça, c'est est-ce que vous avez été amené parfois à rencontrer, je sais pas si c'est le bon terme, mais des maîtres artisans pour vous renseigner sur tel ou tel type de manière de faire? Rencontrer des maîtres qui nous ont enseigné des choses, non. Mhm. Par contre, au fil du temps, on est rentré en contact avec effectivement des artisans, notamment sur des marchés médiévaux, Oui, d'accord. avec lesquels on a pu échanger sur nos techniques, Ok. sur nos différentes techniques. Mais on n'a jamais rencontré vraiment de maîtres artisans qui nous ont enseigné des trucs. Ok. Ça non, c'est jamais arrivé. Alors, il y a pas mal de questions sur le mode de vie, sur l'habitat. Vu que vous êtes plusieurs, est-ce qu'il y a plusieurs tentes? Est-ce que c'est regroupé? Vous êtes, j'imagine, est-ce qu'il y a un feu de camp comme on peut le voir dans les films ou est-ce que c'est complètement différent? Non, pour le coup, oui, on a plusieurs tentes parce qu'on dort pas tous ensemble. En général, moi, je dors avec 2 ou 3 filles, ça dépend des soirs. Mhm. Et puis les autres, ils se démerdent, hein. S'ils ont envie de dormir ensemble, ils dorment ensemble. S'ils ont envie de dormir tout seuls, ils dorment tout seuls. D'accord. Ils dorment tout seuls. Ils font leur vie. Ouais. Ils font leur vie pour le coup, on s'occupe pas de qui va dans la couche des uns et des autres. Mhm. Moi, je sais que généralement quand la nuit arrive et que je vais me coucher, généralement, j'ai l'une ou l'autre de ces demoiselles qui tarde pas à me rejoindre. En fait, c'est un lien qui est assez difficile à décrire parce que Mhm. on notre survie littéralement dépend des uns et des autres. Ouais. Donc on a un lien de confiance absolue qui est juste inviolable, en fait. On ne pourrait pas vivre comme ça si on ne se faisait pas confiance. Donc du coup, forcément, il y a des règles qu'on suit. Le mensonge est absolument impossible chez nous, tu vois? Mhm. Tu ne peux pas mentir. Mhm. Tu ne peux pas mentir. Tu fais une erreur, c'est pas grave. Tu as fait une erreur, tu l'assumes. Mhm. On corrige le tir ensemble. Mais tu ne mens pas, parce que tu as peur de te prendre un shoot. Voilà. Ouais, je Parce que vois. si tu as menti une fois, tu peux mentir une autre fois, tu vois? Et Mhm. à partir de là, comment est-ce que je peux faire pour te faire confiance? Ça, c'est pas possible. Je sais pas comment expliquer ça, en fait, mais on se respecte mutuellement, Ouais. on se fait confiance à 300 les uns les autres, mais d'un autre côté, tu es toi, je suis moi, nous sommes des êtres différents. Tu es libre, je suis libre. Nous réagissons de manière différente et nous l'acceptons. Est-ce que il y a des enfants un peu dans cette histoire? Est-ce que c'est Non, pas non? du tout. D'accord. Ok. Pas du tout, zéro enfant, Ouais. heu, malgré que, alors pour le coup, j'ai envie de dire, c'est plus les enfants des autres, Ouais. dans le sens où, quand on entre en contact, en fait, avec des citadins avec lesquels on va faire du commerce, c'est assez souvent, en fait, que tu vas avoir des enfants, qui vont être intrigués parce que du coup, Ouais. ils vont nous voir en train de faire des poteries, ils vont nous Mhm. voir en train de forger des trucs, ils vont nous voir en train de fabriquer. Ils vont voir nos épées, ils vont voir nos lances, ils vont voir notre matériel, ils vont être émerveillés et automatiquement, du coup, ils vont vouloir venir et nous poser plein de questions. Et c'est assez souvent, en tout cas, moi, je prends cette peine-là. Je prends la peine, du coup, de leur apprendre à faire un petit peu de poterie. D'accord. Je prends la peine de leur apprendre à fabriquer des trucs, de leur apprendre un petit peu de couture.
etc., etc. Je prends cette peine-là, mais c'est aussi parce que j'aime partager mes connaissances. Pour en revenir sur les enfants, on a deux questions d'Alicorne qui demandent si tu voudrais avoir des enfants dans ce mode de vie et du coup si tes rapports sont protégés. Rapport protégé, si tu parles de préservatif, non. Toutes les femmes du groupe utilisent des pilules contraceptives. C'est très probablement le seul truc moderne qu'on utilise, mais c'est un choix de leur part. Hmm. C'est elles qui l'ont décidé ainsi. Personne n'a jamais rien dit à ce sujet-là. Ouais. Même la question n'a jamais été abordée finalement. Ouais. Pour nous, c'est leur corps, elles en font ce qu'elles en veulent. Hmm. Si elles ont envie de prendre des pilules contraceptives, elles prennent des pilules contraceptives. Ouais. Et si un jour elles me disaient, bah ouais, j'ai plus envie de prendre la pilule, mais j'ai quand même envie de te sauter dessus, ouais, mais du coup, comment on fait? Bon, bah, soit on tente le truc et bah, si jamais on se retrouve avec un polichinelle dans le placard, bah, va falloir l'assumer. Il va falloir faire avec. Soit tout simplement, bah, on se la met sur l'oreille. Ou alors, on tente le coup et ça se passe bien et il y a pas de polichinelle. Ouais. Mais voilà, pour le coup, c'est jouer avec le feu. D'accord. Donc après, c'est encore une fois, c'est une question de choix. Est-ce que ta famille a accepté ton mode de vie? Oui, ils ont totalement accepté mon mode de vie. En plus, j'ai même envie de dire que c'est eux qui m'y ont accompagné à l'époque dans mon adolescence. Les tout D'accord. premiers trajets que j'ai fait, on était accompagnés par mes parents. Voilà, en sachant que mon père avait fait son service militaire, vu qu'à l'époque c'était en vigueur. De toute façon, il aimait bien lui aussi tout ce qui touchait au survivalisme, mais lui c'est plus survivalisme moderne. Lui, Ouais. le médiéval, il s'en tape un petit peu. Il nous accompagnait en forêt quand on partait après l'école le week-end. Ouais. Il nous accompagnait en forêt et puis on a appris à son contact. On a appris à faire des bivouacs, on a appris énormément de choses avec lui. Merci pour le détail et toutes les histoires que tu nous racontes. Ce que je te propose, c'est de passer à une partie un peu plus autour des émotions. Toi, dans ce mode de vie-là, ce serait quoi le moment de plus grande fierté que tu aies pu avoir? C'est de voir le sourire d'un gamin à qui j'ai enseigné la poterie, réussir à faire un vase sans trou. Ça a été une putain de fierté. Et sinon, la première épée que j'ai forgée, ma première réussite. Donc toi, ton art, en tout cas, ton expertise, si on peut dire, c'est la poterie. Ce que tu disais au début, c'est quelque chose que tu fais depuis que tu es tout petit et c'est une des choses que tu maîtrises le plus, on peut dire, du groupe? C'est un peu plus compliqué que ça. Je maîtrise, oui. Après, comme je l'ai dit, même si ça fait effectivement, même si c'est, je dirais, l'art que je pratique depuis le plus longtemps, c'est pas non plus ce que je pratique forcément le plus, parce que ça demande des matériaux qui peuvent être parfois compliqués à trouver. D'accord. Donc, et puis j'ai pas forcément non plus d'utilité, parce que mine de rien, la poterie, c'est de l'argile. L'argile, c'est une denrée qui, comme le fer, met beaucoup de temps à se former au naturel. D'accord. Donc, c'est quelque chose sur lesquels on va être extrêmement économe. Ok. Donc, s'il y a pas besoin de faire de poterie, en général, on évite. Coup, quelque chose dont t'es pas fier. La chose dont tu es la moins fier qui ait pu se passer pendant cette activité-là. Quelque chose dont je suis pas fier, Ouais. devoir tuer. Hmm. Alors, c'est une obligation. Mhm. C'est une obligation, mais c'est quelque chose qui me fend le cœur à chaque fois de devoir abattre un animal, de devoir mettre fin à une vie. Hmm. Ça, je n'en tire absolument aucune fierté. Ok. Malgré tout, et je sais que ça peut paraître contradictoire, mais je prends du plaisir à la chasse, Hmm. je ne prends pas de plaisir à l'abattage. Mais c'est vraiment le fait de chercher l'animal dans la forêt, de le traquer, de réussir à le piéger. L'adrénaline que ça procure automatiquement un plaisir qui est assez immense. Hmm. Mais le fait de devoir mettre fin à une vie, ah, ça me fend le cœur à chaque fois. C'est quelque chose avec lequel je dois composer, si je veux pouvoir continuer à vivre comme ça, en tout cas. Une grande peur que tu as pu avoir, quelque chose qui t'a fait bien flipper à un moment donné? Une grande peur que j'ai pu avoir quand je me suis retrouvé nez à nez avec un sanglier, qui était en plus de ça beaucoup plus gros, que les sangliers sauvages habituels, Ah ouais. qui lui par contre il m'avait déjà repéré, il était déjà en train de se préparer à charger. J'ai réussi à l'esquiver de justesse,
Ça a été très compliqué. Mmh. Vraiment, j'ai eu un énorme coup de flip Tu à ce m'étonnes. moment-là. Ouais. Parce que là, je savais qu'en fait, de toute façon, c'était clair, s'il me touchait, j'avais tous les os du corps en miettes si je crevais pas sur le coup. Mmh. J'ai du Donc mal à me j'ai représenter, la taille d'un sanglier, en tout cas la taille de ce sanglier-là. Ça correspond quoi, si c'était une analogie? bah, dis-toi qu'un sanglier sauvage adulte, en moyenne, peut peser, un peu plus, d'1 tonne et demie. Ouh, OK. Tout en muscles, hein, évidemment, sinon c'est pas drôle. Ouais. Voilà et quand ça te charge, en vitesse de pointe, je pense que ça doit avoisiner facilement les 30-40 km/h en Ouais, vitesse de donc pointe. Donc quand tu as, une bestiole d'1 tonne et demie, qui te fonce dessus à 40 km/h, tu as très peu de chances d'en sortir vivant. c'est une bagnole qui te fonce dessus, quoi. Bah, généralement, dans le duel, sanglier-bagnole, c'est le sanglier qui gagne. Ouais. Et Ouais, c'est pas pour rien. ouais, c'est vrai ça. Et donc pour finir cette histoire de sanglier, donc du coup, si je reviens dessus, il te charge, tu arrives à l'esquiver. Qu'est-ce qui se passe Ouais. ensuite? Il se barre? Tu te barres? Non, ni l'un ni l'autre, tout simplement. Je me retourne et avec les autres, du coup, on l'encercle en le tenant à distance avec les lances et on l'abat. Bon, Tout simplement. De toute façon, ça ne sert à rien de fuir face à un sanglier, il te rattrapera. Tu pas le choix, faut l'affronter. d'accord. Et là, soit tu arrives à le faire fuir, donc pour ça, faut réussir à faire beaucoup de bruit en espérant que ça va l'effrayer, plus que l'énerver. Mais c'est pour ça qu'on chasse toujours en groupe, Ouais, tu bien vois? sûr. Bah ouais. Voilà, tout seul, le 1v1 contre le sanglier, tu l'oublies, tu vois? Qu'est-ce qui t'a rassuré pour les fois d'après, quand tu as croisé d'autres sangliers? Tu étais plus prêt cette fois-ci ou... C'est surtout que la situation, en l'occurrence, ne s'est jamais représentée. Puis D'accord. on a pris surtout, on a pris le coup, en fait, de grimper aux arbres pour faire du repérage, du coup, suite à ça. Ok. Voilà et puis, c'est aussi à partir de là qu'on a commencé à utiliser des sifflets et des flèches sonores. Si tu peux nous en dire un petit peu plus? Les sifflets, bon, à la limite, ouais, mais des flèches sonores. En gros, si tu veux, tu as une espèce de système de flûte. C'est comme Ouais. si tu avais une flûte, en fait, qui était accrochée à la flèche, d'accord? Et quand tu tires avec, du coup, elle va produire un son et du coup, en fonction du son, ça donne une indication. On a un code Hmm. sonore comme ça, qu'on s'est constitué, qui nous permet de dire, RAS, j'ai rien de mon côté, là j'ai un sanglier, bah, là j'ai un cerf Hmm. et en utilisant ce système-là, du coup, ça nous permet de communiquer à distance. Alors, tu nous as parlé d'une autre émotion qui est la colère, donc en espérant ne pas être trop énerver le sanglier. Euh, et toi, justement, quelque chose qui t'a beaucoup énervé, ce serait quoi? Une fois, en fait, on avait essayé d'embarquer avec nous des jeunes, un groupe de jeunes. C'était des jeunes qui étaient en conflit parental. Alors, ils étaient Hmm. majeurs, tous, je Ouais. précise. Quand on a croisé leur chemin, ils étaient plus ou moins en fugue. Bon, on a compris que ça allait pas bien pour eux. Et quand on leur a parlé un petit peu de la façon dont on vivait, ils ont demandé à nous rejoindre parce qu'ils voulaient pas voir leurs parents, machin, machin. Ok, très bien. On les a embarqués avec nous, du coup. Mais on leur avait dit dès le départ, par contre, sur le campement, vous faites pas les cons, vous faites ce qu'on vous dit, parce que la moindre connerie a des conséquences qui peuvent rapidement avoir un effet boule de neige. Malgré tout, quand on est arrivé sur le campement, pourtant, je sais pas, les instructions qu'on donnait, elles étaient relativement claires. Par exemple, ne laisse pas le feu s'éteindre, Hmm. parce que sinon, la marmite, elle va refroidir, ce qui fait que du coup, la bouffe qui est en train de cuire à l'intérieur ne sera plus bonne à consommer, il va falloir jeter. C'est un animal qu'on a tué. Voilà. C'est un animal qu'on a prélevé de la nature. On a mis fin à une vie pour que tu puisses me manger. Donc ne laisse pas le feu s'éteindre, s'il te plaît. On part vaquer à nos occupations. On revient et la demoiselle, en train de dormir, le feu éteint.
Ah, mais j'étais dans une colère. Mmh. J'étais dans une colère, mais monstrueuse. Encore s'il y avait eu que ça, tu vois? Mais c'était quasiment à chaque fois, c'était pareil, tu vois? Depuis le début où on les avait emmenés avec nous, à partir du moment où on était arrivés sur le camp, je pense qu'ils se sont dit: «Bah, c'est bon, maintenant on est tranquille, on dort dans des tentes, on est au chaud» et ils en branlaient pas une. Alors que pourtant, bah, sur le camp, je suis désolé, tu veux ta popote, bah, tu mets la main à la pâte. Mmh. Voilà. C'est pareil pour tout le monde. Ouais. Donc non, bah, pour le coup, ouais, vraiment énervé. Ça s'est terminé comment, du coup? Bah, ça s'est terminé que, à un moment donné, on s'est pas gêné, on leur a collé deux trois gifles dans les dents, parce qu'à un moment donné, il faut arrêter de déconner. Et puis on les a ramenés dans leur village et on les a lâchés là. Mmh. Voilà. Ouais. Ça a duré combien de temps? Plusieurs jours, j'imagine? Ouais. Ouais, ouais, ça a duré on a tenu une semaine. OK. On a tenu une semaine, au bout d'une semaine, on n'en pouvait plus. Collectivement, ça nous a saoulés, mais ça a eu un gros impact quand même parce que autant d'habitude enfin, je reste quand même sur ma position de, je suis plutôt pour essayer d'embarquer de nouvelles personnes qui sont de bonne volonté pour leur faire découvrir l'expérience et agrandir la communauté. Ouais. Mais par contre, ça a posé un frein énorme pour tous les autres Mmh. qui, eux, par contre, du coup, en sont arrivés au point de: «Non, ben non, en fait, on reste juste entre nous et le premier qui s'approche du campement, on le découpe». Une dernière émotion, c'est quelque chose qui t'a beaucoup attristé durant tes périples. Ce serait quoi? Honnêtement, je vais pas te mentir, cette vie, c'est tellement de bonheur, en fait, que j'ai zéro tristesse, vraiment. Ouais, À part le fait d'abattre des animaux, mais ouais. vraiment zéro tristesse. J'ai jamais été triste en menant cette vie, pas une seule fois. Du coup, ça fait combien de temps que maintenant tu t'es lancé là-dedans? Ça fait 9 ans, c'est ça? Enfin, un peu moins? Une dizaine d'années, sachant que, grosso modo, les 5 premières années, je dirais, j'essayais de malgré tout de faire mon trou dans la société, OK. donc c'était pas sur des très, très longs, séjours et ça fait réellement depuis, je pense 5 ans que là, je passe vraiment les 3/4 de l'année, en forêt. D'accord, donc c'est à peu près 3/4 en forêt, un quart, en ville ou en village. Ouais, c'est ça. C'est vrai, c'est ce que je comprends, hein, à travers tes messages et en fait, moi ce qui m'a surpris, c'est que, tu le dis avec un ton très paisible, en fait. C'est qu'il y a pas de drame. C'est voilà, c'est un autre mode de vie, c'est comme ça et ce que tu décris là dans ta manière de vivre finalement, c'est des choses qu'on a complètement oubliées. C'est devenu un mode de vie, j'ai envie de dire bizarre par rapport aux habitudes de vie qu'on a prises. C'est ça qui est étonnant. Ouais, en fait, c'est un mode de vie, qui est bizarre parce que ça va totalement à contre-courant Oui, c'est ça en fait. Oui, ouais. de la vie moderne. Quel serait toi le conseil que tu donnerais pour des gens qui ont envie de faire un peu comme toi, ou en tout cas qui sont un peu intéressés pour aller vers plus d'autonomie ou avec un style proche du tien? Apprenez, apprenez, lisez beaucoup de livres, que ce soit des recueils d'herboristerie, des bouquins sur la poterie, sur les constructions primitives. Prenez le temps d'apprendre avant de vous lancer et partez toujours accompagné, Mmh, jamais seul, toujours en groupe mmh, et vos premiers départs, faites-les peut-être, le temps, déjà ne serait-ce que pour essayer, le temps d'une ou 2 nuits, déjà pour commencer. En prévoyant quand même de pas forcément chasser, de pas forcément pêcher et au fur et à mesure, au fil des expériences, vous serez de plus en plus à l'aise et vous pourrez commencer à élargir un petit peu votre panel d'activités en forêt, justement parce que vous perdrez moins de temps, sur des tâches auxquelles vous serez déjà habitué, en fait. mmh. C'est un mode de vie qui demande des connaissances. Alors, certes, on peut se dire que, oui, nous sommes des homo sapiens sapiens sapiens, des trucs que faisaient les hommes de Néandertal, je pense que je suis capable d'y arriver. Ah oui, sauf que les hommes de Néandertal, mine de rien,
ils ont mis un petit bout de temps quand même avant de réussir à faire du feu. Mm. Ils ont mis un petit bout de temps avant de réussir à repérer du silex parmi les autres cailloux. Donc ça s'apprend. Ok. Ça s'apprend, il faut prendre le temps d'apprendre avant de vraiment se lancer. Pour le coup, tu ne t'es pas posé la question, le chat ne se l'est pas posé non plus, mais c'était une question qui m'avait été posée lors d'une autre interview par quelqu'un qui m'avait demandé: «Mais du coup, comment vous allez faire quand vous allez devenir vieux?» C'est vrai que pour nous, la question ne se pose pas parce qu'on est tous à moins de 30 ans, si tu veux, Ouais. donc on est un petit peu en mode bas les couilles à ce niveau-là, mais c'est vrai que, c'est une question à laquelle je réfléchis de plus en plus et je me dis que ce mode de vie-là, je n'ai pas envie de le perdre, Mm. pas du tout envie de le perdre. Pour le coup, c'est vraie question, que je me pose et à laquelle je n'ai pas encore de réponse. Mais c'est une question que je me pose. Est-ce que, je serais contraint Mm. pour pouvoir conserver ce mode de vie, du coup, de ne jamais avoir d'enfant? Mm. Pour pouvoir conserver ce mode de vie-là et le jour où je serai trop vieux pour pouvoir vivre comme ça, bah, comme je n'aurais pas participé à la société pendant toute ma vie, bah, forcément, je pourrais pas aller en maison de retraite, ni rien. Donc je pense que ce jour-là, je choisirais de me laisser mourir dans ma forêt adorée, tu vois? Mm. La question se pose, comment faire perdurer ce mode de vie sur une centaine d'années, par exemple? Est-ce que si on a des enfants, on peut leur enseigner ce mode de vie en sachant que, bah, en théorie, comme l'école est censée être obligatoire, Oui. jusqu'à 18 ans, enfin jusqu'à 16 ans au moins, est-ce que du coup ça implique que, bah, pendant 16 piges, bah, merde, retour à la société, travail, métro boulot dodo? Pour Et nous, la question se pose et on n'a pas de réponse pour l'instant. est-ce que toi, tu as l'impression que ce mode de vie autonome est quelque chose qui se développe un peu plus ces dernières années? En tout cas, il y a de plus. Est-ce que tu as l'impression qu'il y a de plus en plus de gens qui vont vers ça, sans que ce soit une vague de dingue, hein, mais Ou alors oui, il y a de plus en plus de gens qui se tournent vers ce genre de mode de vie, notamment de par le fait qu'il y a de moins en moins de personnes qui supportent la vie en société. hmm, Tout comme nous, dans le sens où, mine de rien, c'est full théorique, hein, ouais, je ne suis pas un expert en la matière. ouais, Moi, en tout cas, c'est le sentiment que j'ai. Il y a énormément de maladies mentales, qui sont dues au stress de la vie en société. hmm, Pas forcément par rapport au contact avec les autres humains, mais le fait de devoir, se lever le matin pour aller, trimer pendant, 10-12 heures et donc être séparé de la femme dont on est fou amoureux et avec laquelle on aimerait bien passer tout notre temps. Voilà, on est obligé d'aller trimer pour un patron qui n'a absolument aucun respect pour nous, hmm, de taper des heures supplémentaires pour au final rentrer le soir, profiter peut-être, 1 heure ou 2, de notre femme, de notre gosse et éventuellement d'un loisir, avant de s'écrouler, sur le canapé devant la télé comme un gros connard, parce qu'on a trimé comme un malade, pour, se relever du coup le lendemain matin à 6 heures du mat pour repartir bûcher, tu vois? hmm. Tout ça pourquoi? Pour gagner 1 200 balles à la fin du mois, en sachant que sur les 1 200 balles, allez quoi, tu en as, 600 qui vont partir dans le loyer, 200 qui vont partir en impôts, le reste, ça part en frais de bou ça part en frais de bouche et résultat, j'ai quoi? Ah bah, j'ai 10 € d'argent de poche en loisir. Bon, bah, j'ai de quoi me taper peut-être, 2 cinémas dans l'année. Voilà, c'est tout. Au final, tu vas trimer pourquoi? Pour avoir le droit d'avoir un toit au-dessus de la tête. Mais ce droit-là, normalement, tout le monde l'a. Personne n'est censé te dire: «Non, toi, parce que tu as pas de travail, tu es pas censé avoir de toit au-dessus de la tête, tu es censé te les geler dehors, mon gars». Hmm. Personne n'est censé te dire ça. Personne n'est censé venir te dire: «Parce que tu as pas de travail, tu es pas censé respirer et l'oxygène, c'est payant, mon gars». Non, 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 ça pour moi, ça c'est juste aberrant, tu vois? C'est Hmm. juste aberrant. Je trouve, c'est mon avis, je trouve que, dans la société moderne actuelle, il y a les libertés fondamentales de l'être humain
sont bafoués. Et on ne s'en rend même pas compte, les gens ne s'en rendent même pas compte et ne s'en plaignent pas. Et je trouve ça aberrant. Mmh. Au secours! Ah non, ça c'est horrible, horrible. Donc pour moi, c'est cette accumulation de choses qui font que tu as de plus en plus de jeunes, enfin c'est moi en tout cas, c'est l'impression que j'ai, c'est des jeunes qui ont aux alentours de, allez, je vais dire entre, 22-27 ans, je pense, qui ont commencé à avoir un travail et qui disent: «Putain, mais en fait, la vie, c'est de la merde. La vie en société, la vie vers laquelle on nous pousse, vraiment, c'est de la merde. J'en veux pas», et qui rejoignent du coup, qui forment des communautés autonomes avec des copains. Mmh. Voilà. Et pour moi, c'est une manière d'éviter les breakdowns mentales, en fait. Mmh. Tout simplement parce que c'est pas pour rien que tu as une augmentation statistique du nombre de suicides, du nombre de maladies mentales, Ouais. en France. C'est pas pour rien. Je ne critique absolument pas les personnes qui sont très portées sur les technologies. Moi-même, je suis féru d'informatique, je suis féru de jeux vidéo, et cetera. Mmh. Heu, mais malgré tout, moi, je constate que beaucoup de réseaux sociaux sont de véritables cancers, Mmh. sont de véritables poisons, heu, ce sont des addictions, et ce sont des addictions qui sont nocives, en plus de ça, pour la santé. Parce que les écrans abîment les yeux, et cetera, et cetera. Alors qu'à côté, être accro aux balades en forêt, je vois ça peut difficilement te faire du mal. Parce que justement, alors c'est vrai que pour le coup, on n'a pas abordé le sujet. Forcément, notre mode de vie implique qu'on a un rapport à l'argent qui est très particulier. Pour le coup, même si l'argent, on en comprend l'utilité, ça sert de monnaie d'échange. Pour nous, moi, je considère en tout cas que l'argent, c'est le poison de l'humanité, mais littéralement. Vraiment, c'est ce qui empoisonne l'être humain, mais d'une puissance incroyable. Moi, je vois, pour moi, l'argent est un véritable cancer. Vivre sans argent, pour nous, vraiment, c'est une libération. Honnêtement, du coup, alors, c'est une libération. En fait, l'argent, il vous sert à, à acheter des choses que nous, en fait, on va aller chercher directement, si tu veux. Ouais. La bouffe, c'est nous qui allons la chercher. Mais du coup, on se passe de l'intermédiaire de l'argent. D'où l'utilité effectivement de vivre sans argent la majorité du temps, et puis, le reste du temps, quand on a besoin d'argent, on fabrique des trucs et puis on va les vendre sur des marchés. Une épée, pour te donner un ordre d'idée, une épée à une main, donc fabriquée à la main, forgée à la main, avec un pommeau gravé à la main, avec du cuir tanné artisanalement, par moi-même, je vends ça à 1 500 balles. Mmh. Ah ça me permet du coup de me payer un petit loyer, pour quand je retourne dans la vie commune, je dirais. Ouais, je vois. Comme je te le disais, je voulais te remercier pour ce soir, pour, les prises de conscience. En tout cas, moi, j'ai eu quelques petites prises de conscience. J'espère que pour, les auditeurs, c'est le cas aussi. À nouveau, merci de t'être prêté à l'exercice et d'y être allé avec beaucoup d'authenticité. J'ai vraiment Ouais, pas de découvert un souci. monde que je ne connaissais vraiment pas, et ça a assouvi une certaine curiosité, tu vois, que je peux avoir. Donc ça, c'est vraiment cool. Et puis, bah, voilà, je te souhaite, une excellente continuation à toi et à ton groupe. Et puis si jamais un de ces 4, je sais pas, tu as envie de donner des nouvelles, bah, écoute, voilà, tu es le bienvenu. Écoute, ce sera avec plaisir. Ouais, Puis, je vous souhaite une excellente continuation à toutes et à tous, ouais. évidemment. Et puis merci de m'avoir invité, encore une fois. Mmh. Ça a été un grand plaisir. Bah, écoute, le plaisir est vraiment partagé. Salut tout le monde, bonne soirée. Ciao.